Bonjour, je suis Mazoutem Mgwa, rythmologue à Châteauroux. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Saucier qui est rythmologue à Châtres. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons discuter des ESV asymptomatiques. C'est vrai que ce sont des pathologies, on va dire, c'est une entité qui est assez fréquente en plastique chronique. Dis-moi, comment tu abordes ces ESV asymptomatiques-là dans ta pratique? Alors dans la pratique, en effet, c'est du quotidien. Tout le monde qui a un holter a régulièrement des extrasystoles ventriculaires. Et le but du jeu est, dans un premier temps, je pense, d'éliminer l'urgence. L'urgence, c'est quoi? C'est le risque de mort subite, en fait. C'est les fameuses ESV à couplage court, qui est défini par moins de 30 millisecondes du pic du QRS à l'extrasystole ventriculaire. Et quand on regarde par rapport au RR précédent, c'est 80 à 85 millisecondes. Et il y a aussi la nature polymorphe de l'extrasystole ventriculaire sur le premier électro, ainsi que des tachycardies ventriculaires non soutenues très rapides, qui peut faire l'urgence. Après, la question c'est asymptomatique, évidemment, s'il a fait une syncope, c'est encore pire. D'accord, très bien. Est-ce que, en général, tu as un cut-off qui te permet de démarrer un bilan étiologique pour ces ESV asymptomatiques-là? Alors, le problème, c'est qu'en effet, si on fait des bilans à tout le monde, après, on ne saura plus par où commencer. Habituellement, on dit qu'entre 500 à 1000 extrasystoles sur 24 heures va faire démarrer un bilan, parce que déjà sur le holter, dans les commentaires, on va vous parler d'hyperexcitabilité ventriculaire. À partir de là va démarrer tout un bilan, donc on a dit clinique, puis après, toujours l'électrocardiogramme, la base, on regarde et l'extrasystole, mais aussi la morphologie du reste de l'électrocardiogramme, à savoir les QRS, est-ce qu'il y a une CMH, est-ce qu'il y a une dysplasie, est-ce que le QT est anormal, voilà, ce genre de choses. L'échographie, on va être maintenant tous au cabinet, et derrière, on peut aller plus loin sur l'imagerie, on va assez facilement maintenant à l'IRM cardiaque pour être bien sûr de tout voir et de ne pas louper cette fameuse fibrose qu'on cherche assez régulièrement. Derrière le holter, pour lequel c'est le côté un peu est-ce que c'est adrénergique, est-ce que c'est de plus en plus fréquent quand on fait des efforts, on pourra le faire compléter aussi par une épreuve d'effort. Le pourcentage d'extrasystole ventriculaire, parce que c'est important, et d'autres anomalies associées. D'accord, très bien. Et s'agissant du traitement en pratique, est-ce que toi tu traites ces ESV asymptomatiques? Si tu vois un patient qui a, disons, 5000 ESV, toi tu leur donnes un bêta-bloquant, ou alors en pratique tu suivais juste, qu'est-ce que tu fais? Alors, dans cette question de prise en charge, est à dissocier à la fois le patient qui va avoir un bilan complètement normal, on parle d'extrasystole idiopathique ou extrasystole ventriculaire sur cardiopathie. Et là, ça se dichotomise vraiment. Pour le côté idiopathique, en effet, s'il est asymptomatique et qu'il a une charge ventriculaire inférieure à 10%, on sait que la probabilité que ça l'embête, dit différemment qu'il développe de l'insuffisance cardiaque à cause de ces extrasystoles ventriculaires, est relativement faible. On va surveiller le patient, il ne faut pas le laisser dans la nature parce que certains vont régresser, il y a de très très rares cas où ça peut mal évoluer, et globalement c'est assez simple. Par contre, dès qu'il va dépasser 10%, on va le surveiller. Et dépasser 20%, même s'il se plaint de rien, on va rentrer dans une surveillance accrue, voire, et c'est une recommandation de classe 2, discuter un geste de cautérisation cardiaque parce qu'il est à haut risque de développer de l'insuffisance cardiaque. Maintenant, entre 10 et 20, c'est la zone grise. Les études actuelles poussent peut-être à prendre en charge peut-être plus précocement, parce que le 20% c'est clair, mais déjà dépassé 10%, il y a toute une partie des patients qui vont développer de l'insuffisance cardiaque, et une diminution de la fraction d'éjection. Pour les cardiopathies, soit il y a déjà une cardiopathie sous-jacente, et là il y a une valeur pronostique, typiquement trop d'extrasystole ventriculaire sur une cardiopathie ischémique, indépendamment de sa prise en charge, va faire un pronostic global du patient plutôt péjoratif, mais au-delà de ça, l'ESV en elle-même peut aggraver une fraction d'éjection. Et donc du coup, on retourne sur la même chose. Est-ce qu'il faut la prendre en charge un peu agressif? Dernière chose, est-ce qu'on n'est pas dans le continuum de ce que j'ai décrit pour les ESV idiopathiques, c'est-à-dire qu'il y a les flux idiopathiques, mais en fait, quand on voit le patient, il a 30% d'effet G sur cette extrasystole ventriculaire. Et là, une fois de plus, l'IRM est le tournant dans la prise en charge. Si l'IRM ne retrouve pas de fibrose et que tout le reste est normal, possiblement c'est l'extrasystole qui donne cette cardiopathie rythmique. Le fait de cautériser cette extrasystole ventriculaire va permettre de récupérer une fraction d'éjection normale. D'accord, ok. Donc en gros, l'enjeu, même dans les ESV asymptomatiques, enfin, si tu vas me compléter, c'est surtout en fait aller se battre pour rechercher en fait l'étiologie.
Et peut-être dans les rares cas, dans les situations, on a une cardiomyopathie rythmique, ce genre de choses où il faut quand même traiter pour diminuer la charge et donc diminuer le risque de diminuer ou améliorer la fraction d'éjection du ventricule gauche. Donc finalement, c'est plus cet enjeu-là qui doit en fait être gardé en esprit chez les cliniciens. Oui, c'est ça. Je vois une ESV. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a une urgence vitale? On en a parlé au tout début. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Est-ce qu'il y a une maladie structurelle ou une canalopathie qui explique cette extrasystole ventriculaire? Et derrière, pour la prise en charge, soit elle est à risque d'aggraver une insuffisance cardiaque, dans ce cas-là, je la prends en charge, soit elle est peu fréquente, et dans ce cas-là, je le surveille juste. Quand j'ai une cardiopathie sous-jacente, vu que ça aggrave le pronostic, je réévalue ma cardiopathie sous-jacente. Si elle l'aggrave, je prends en charge une extrasystole. Sinon, comme tu le sais, sur la cardiomyopathie hypertrophique, sur la dysplasie, sur pas mal de choses, le fait d'avoir une hyperexcitabilité ventriculaire en soi va rentrer dans les scores de risque ventriculaire et derrière peut déboucher sur l'implantation d'un défibrillateur. Ok, super. Alors, j'ai juste une dernière question. Le médecin traitant qui voit sur son électrocardiogramme 12 dérivations, est-ce que y a un certain nombre de ESV qui va commencer à faire en sorte qu'il soit un petit peu inquiet? Ou alors, c'est surtout sur les Holter ECG que finalement qui vont nous attirer dans la réflexion diagnostique, quoi. Alors ça, on a tous eu le médecin généraliste qui en effet a quelques extrasystoles et c'est angoissant. Le problème, c'est comme d'habitude, vu qu'on en voit peu, après c'est qu'est-ce qu'on fait. Il y a toujours le couplage. Alors il y a des généralistes très très doués qui voient très bien le problème de couplage. Derrière, il n'y a pas de nombre magique parce qu'il arrive sur des périodes de nos vies où on va être sur un tracé bigéminé. Donc une fois sur deux, ça va être une extrasystole ventriculaire et en fait on fait le Holter et il n'y en a quasiment pas. Donc ce qu'il faut comprendre aussi sur les extrasystoles ventriculaires, c'est que ça peut être très fluctuant et donc du coup, voilà. Après le médecin généraliste, il voit une ESV, il va probablement le référencer à un cardiologue. Très bien. Merci Pierre. Merci à toi.